Bonsoir à tous, Bonsoir. merci d'être venus. On va terminer la journée en douceur. Vous avez eu beaucoup de codes, beaucoup d'informations, etc. On va essayer de faire un truc facile à suivre sur Spark SQL, qui est un module particulier de la suite Spark, pour analyser en particulier vos données Cassandra. Donc on va se présenter. Je m'appelle Alexander Dejanowski, je suis développeur chez Chronopost. Maxence Lepointe, développeur chez Chronopost. Et au passage, on vous présente notre nouveau logo, tout frais, tout neuf, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Chronopost a fait le choix récemment de travailler sur Cassandra. Donc c'est une base qui va prendre de plus en plus de poids dans notre SI. Et Cassandra, c'est un truc génial. Les latences sont extrêmement basses, la tolérance aux pannes est très très forte, et on a un langage de requête qui est le CQL, qui, comme vous le voyez, est très proche du SQL. Donc ça facilite beaucoup la transition depuis les bases de données relationnelles. Le souci, c'est que Cassandra est très très pénible parce qu'on n'a pas de jointure, on n'a pas de group by, on n'a pas d'insert select, et on se sent bien démuni parfois pour faire des choses qu'on avait l'habitude de faire facilement sur des bases relationnelles. Mais c'est le prix à payer pour la scalabilité linéaire de Cassandra, et c'est pas facile de scaler linéairement. Spark, vous devez en entendre parler pas mal depuis l'an dernier. C'est le nouveau Hadoop, qui apparemment en passe de se faire remplacer par Flink, mais ça va très vite dans ce monde-là. Donc c'est du MapReduce in memory. C'est beaucoup plus rapide qu'Hadoop selon les cas. Et ça expose des API en Scala, en Java et en Python. On va voir que les trois langages ne sont pas du tout égaux sur leur support de Spark SQL en particulier et de Spark plus généralement. Donc c'est une architecture modulaire avec notamment dans le tas Spark SQL qu'on va détailler aujourd'hui. Alors l'objectif, ça va être d'utiliser Spark SQL pour aller créer des tables d'index dans Cassandra et calculer quelques stats simples. On ne va pas faire de machine learning ici, c'est du select, group by de base. Et notre sujet d'étude, ça va être les confs Devoxx. Donc en fait, on s'est paluché les 4 éditions de Devoxx sur le web pour essayer de vous tirer la liste des talks et des speakers. Et on va essayer de regarder un peu les tendances qu'il y a depuis la première édition en 2012. Un cluster analytique Spark Cassandra, ça ressemble à ça. Vous avez une colocalisation en fait des nœuds Cassandra avec les workers Spark, ce qui leur évite d'aller taper dans le réseau en fait pour récupérer de l'information. Okay, chaque nœud, chaque worker va travailler sur son nœud local. Et dans le tas, vous allez définir un des nœuds comme portant le Spark Master, qui est l'unité en fait, qui va distribuer les jobs aux workers. Et la communication, elle va se faire avec le connecteur Spark Cassandra que DataStax édite en open source. Alors notre setup, pour Scala et Java, ça va être Spark 1.1 ou 1.2. Je sais qu'il y a Spark 1.3 qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais le connecteur Cassandra ne supporte pas encore la 1.3. Le truc, c'est que sur chaque release mineur, il casse un certain nombre de choses quand même sur l'API, et donc il faut que les gens qui bossent sur les connecteurs aient le temps de suivre. Donc le connecteur est téléchargeable et buildable gratuitement sur le GitHub de DataStax. Pour Python, on a été faire un petit tour en Inde, parce que le support Python du connecteur Cassandra, il est disponible que dans DataStax Entreprise, donc qui est la suite payante de DataStax sur Cassandra. Donc, ils se gardent des petits trucs quand même pour faire payer les licences, c'est de bonne guerre. Donc il y a une société qui s'appelle TuppleJump en fait, qui a fait la première intégration de Spark avec Cassandra, la possibilité de créer des RDD Spark en fait directement depuis des tables Cassandra. Et ces gars-là, eh ben, ils ont codé tout ce qu'il fallait pour faire du PySpark, donc du Spark Python, avec l'accès à Cassandra en Spark SQL. Alors, toutes les sources de notre TIA sont disponibles sur GitHub, sur mon compte. Vous pourrez même y télécharger notre install Spark, ça vous évitera de vous taper toutes les gestions de ClassPass, et on sait que le ClassPass dans Spark, c'est un truc très nébuleux et très compliqué, donc on a bien galéré pour finir par arriver à quelque chose qui fonctionne dans à peu près tous les cas. Et je vous invite à lire le README pour voir comment tout ça fonctionne. Alors, c'est quoi un RDD ?
Un RDD, c'est un Resilient Distributed Dataset. Si vous avez travaillé sur Spark déjà, vous savez ce que c'est. C'est une collection d'objets qui va être distribuée donc, et partitionnée sur votre cluster. Et ces objets sont résilients. C'est en fait la couche d'abstraction primaire de Spark sur les données. Donc un RDD, ça peut contenir des mots, ça peut contenir des enregistrements, ça peut contenir à peu près tout ce que vous voulez mettre dedans. Alors, notre schéma de travail aujourd'hui, ça va être ça. On a une table speaker et une table des talks. On peut remarquer que sur la table des talks, on a une collection, donc un set, puisqu'on peut avoir plusieurs speakers par talk, et on n'est pas dans le mode relationnel, donc on va utiliser ce type de schéma en fait pour dénormaliser dans Cassandra les relations. Et ce qu'on va produire aujourd'hui, c'est 3 tables d'index. Dans Cassandra, la table speaker, vous ne pouvez pas faire de recherche sur les sociétés. Donc vous ne pourrez pas avoir une requête qui va vous dire « donne-moi tous les speakers de cette société ». L'usage, ça va être de créer une table d'index où vous inversez en fait les clés. Et on a la table speaker par société en bas à droite qui va nous permettre de répondre à cette requête. Donc l'usage, c'est de générer des tables d'index de cette manière-là, de ne pas se reposer sur les index secondaires qui nous permettraient de requêter sur la table speaker directement, mais qui ne sont pas efficaces. Donc 3 tables d'index et 3 tables de statistiques donc, qui vont nous comptabiliser le nombre de talks faits par société et par année, par speaker et par année. Et on a splitté les mots en fait, qui revenaient dans les titres des talks sur chaque année pour essayer de voir quelles sont les tendances par année, quels sont les termes qui reviennent le plus dans les titres. On n'a pas pris les descriptions, je vais y arriver, les descriptions. Alors, première étape, Scala, je vais passer la main à Maxence. Ouais, donc en Scala, Scala va s'occuper de charger les tables d'index. Donc l'idée est d'avoir une ligne par talk et par speaker dans notre table d'index, car comme l'a dit Alexander, dans notre schéma Cassandra de départ, à cause du type set utilisé sur le champ speaker, nous ne pouvons pas requêter. Donc nous allons effectivement nous arranger pour avoir un enregistrement par talk et par speaker. Notre première instruction Scala, donc en Spark SQL, nous obtenons notre premier RDD qui représente la liste des talks. Sur cette instruction, en fait, c'est du Spark SQL, c'est pas du CQL. Donc là, déjà, on peut utiliser des jointures des groupes by. On va le voir plus tard. Cette requête n'est pas en CQL, mais elle accède directement à une table de Cassandra. Donc nous retravaillons les données, les enregistrements, pour obtenir un enregistrement, un talk par speaker. On map le résultat du RDD sur un case class afin de conserver les données, de pouvoir les manipuler sous Spark SQL. Donc là, on a un peu triché, on est sorti de Spark SQL. Encore une fois, on ne peut pas manipuler le set dans Spark SQL. Donc il y a des ponts malgré tout qui nous permettent de récupérer notre RDD issu de Spark SQL pour le retravailler avec les fonctions Spark habituelles. Et on va revenir dans Spark SQL en fait, en redéclarant le RDD résultat en tant que table. Donc, les données issues de la transformation précédente sont conservées sous forme de table temporaire. Spark SQL, et là, avec Spark SQL, nous utilisons un bon vieux insert select pour insérer les données dans la table d'index. Alors ça, c'est quelque chose qui manque cruellement dans Cassandra, l'insert select. Une fois que vous avez mis vos données, si vous voulez les ressortir ou alimenter une autre table à partir d'elle, il va falloir faire un programme pour extraire l'information, la réinsérer. Donc l'insert select, c'est très pratique. Faut noter que cette instruction-là, en Spark 1.1, elle donne des résultats douteux, parce qu'en fait, elle ne va pas vous insérer tous les enregistrements qu'elle devrait insérer. Donc c'est buggé en 1.1. En 1.2, vous allez voir que tout ça, c'est vachement alpha, Spark SQL, la connectivité avec Cassandra, c'est encore très jeune. Donc cette instruction ne fonctionne pas. Mais en fait, il y en a une autre qui va marcher, qui va en plus va nous permettre d'avoir plus de flexibilité sur les requêtes qu'on va passer. On va récupérer la connexion Cassandra en fait directement, et là, on va revenir à des ordres en CQL et un prepared statement qui va nous permettre de faire plus de choses que ce qu'on pourrait faire avec un insert select
Spark SQL. Il faut savoir qu'on est plus proche de la syntaxe de Hive. Et donc, quand vous faites votre insert, vous ne lui précisez pas les champs que vous voulez insérer. Vous devez insérer la totalité des champs. C'est comme ça que ça marche dans Spark, SQL et dans Hive. Donc là, on est plus flexible par rapport à ça. Et on retrouve tous nos enregistrements, que ce soit en Spark 1.1 ou 1.2. Alors, on va manipuler un petit peu le script Scala devant vous. Alors, c'est un Tools in Action, hein, donc on va faire un peu d'action. On vous a fait une petite application qui va permettre de voir ce qui se passe en live, parce que les lignes de code qui défilent, c'est pas toujours génial. Donc là, juste vite fait, je vous montre comment ça marche pour faire en Scala des requêtes Spark SQL et interagir avec Spark. Donc, je suis désolé, je ne me rappelle pas de tous les imports, donc je vais aller les chercher. On triche un peu. Voilà, donc là on se récupère un contexte Cassandra qui va nous permettre de passer des requêtes. Et donc on va aller chercher par exemple tous nos talks. Et j'ai oublié un truc. C'est d'en faire un RDD. Ok, donc là j'ai mon RDD qui est mon objet avec mes talks que je vais vous afficher. Hop. Voilà, donc là on prend les 10 premiers enregistrements de la table des talks, donc il va chercher ça dans Cassandra, et vous voyez qu'il m'a affiché les 10 premiers. Maintenant on va repasser directement à notre démo, et on vous a fait une magnifique application pour suivre tout ce qui se passe. Et je laisse la parole à Maxence. Merci. Donc le script Scala, il est regroupé dans un script shell. Donc, oui, Spark Shell, bien sûr. Oui, Spark Shell. C'est le Spark Summit, le suivant, qui est en... Ouais. Donc le Spark Shell... Excusez-moi. Donc là, on va soumettre un script complet à Spark qui va nous faire notre première partie de l'analyse. Donc remplir les tables talk par speaker et talk par société. Donc pour l'instant, on n'a rien dans les tables. Et par un subtil jeu de couleurs, vous allez voir que les cases vont s'illuminer et on va voir les enregistrements apparaître au fur et à mesure. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça prend un certain temps. Faire du Spark sur Cassandra va vous attendre à des temps de réponse très rapides. Ça ne va pas remplacer, vous n'allez pas brancher dessus, on va dire une IHM comme Squirrel et avoir des requêtes qui vont passer très très vite. Okay, ça a un certain coût de lancer des jobs Scala, en particulier sur du Cassandra. Donc voilà, là nous pouvons voir que nos tables d'index sont remplies. Donc nous n'allons pas chercher à exploiter pour l'instant l'IHM devant vous. On va passer... D'ailleurs, on peut vous montrer un rien dans les mains, rien dans les manches. Si on regarde l'application aujourd'hui, dans la liste des speakers, on n'a rien. Dans les mots-clés, on n'a rien. Dans les sociétés, on n'a rien. Et on va passer donc à la deuxième étape. On va faire le job en Java. Donc, en Java, nous allons donc renseigner nos deux tables de statistiques, société par année et speaker par année. Première instruction, Spark SQL. Par une jointure donc exécutée en Spark SQL, nous avons notre premier RDD. Les données sont conservées sous forme d'une table temporaire. Et par une nouvelle instruction en Spark SQL, nous calculons notre agrégat et nous insérons dans Cassandra. Pour jouer ce job, Spark propose la commande Spark Submit. Donc nous y indiquons la classe qui sera jouée, le master qui va prendre en main le job, et on finit par indiquer l'archive, la classe sous forme d'archive jar. Évidemment, l'utilisation de Maven nous apporte tout ce qu'il faut pour packager
notre classe. Démonstration. Merci. Donc le Spark, nous avons donc on utilise le Spark Suite Meet. Je vais vous montrer. En fait, on a regroupé au lieu de taper les commandes Spark Suite Meet, etc. On a fait un shell. Ouais, Java. Vous n'entendez pas quand on chuchote. Voilà, donc rien de... on vous cache rien, hein. C'est l'exécution du Spark Suite Meet avec le class, le master et l'endroit du jar. J'exécute. Donc là, on l'a coupé en deux. Hein. On va remplir d'abord speaker par année, et puis on va après passer sur société par année. Qui est déjà venu à Devoxx les années précédentes? Pas mal de monde. Bon, alors à votre avis, c'est qui squatte les pupitres sur les différentes années? Bah, carrément, Emmanuel Bernard. Quelqu'un d'autre? José Pomar. Je suis pas sûr, je l'ai pas vu. Il y en a un autre, plus proche d'Emmanuel Bernard, en fait, qu'on va retrouver au top. Guillaume Laforge. Donc les cascodeurs, hein, pour ceux qui connaissent, qui squattent le haut. Et au niveau des sociétés, une idée? Xebia à fond. Je pense que l'an prochain, ils font toutes les confs, de toute façon. Et il y en a un autre gros, quand même. Google. Mais en premier, perdu. Red Hat, Emmanuel Bernard, toujours. Donc beaucoup de Red Hat aussi, au top. On va regarder ça. On regarde. Guillaume Laforge. Guillaume Laforge, Emmanuel Bernard. Donc cette année, il se la donne, Guillaume. Hein, il fait beaucoup de confs. Toujours sur du Groovy, c'est logique, c'est lui qui maintient le projet. On va aller jeter un coup d'œil sur Emmanuel. Ah voilà, 2014. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'était pas content en 2014. Il s'est fait rejeter à peu près toutes ses confs. Et il a bien gueulé sur le coup. Donc voilà. Donc là, il se refait une petite santé avec un peu plus de confs cette année. Donc voilà. Donc sur les sociétés, on en avait parlé. Hein, Red Hat en première place. Talonné par Xebia. Alors pour l'instant, on voit que le bloc speaker est vide. On n'a pas encore rempli notre table d'index sur les speakers par société, donc on ne peut pas faire cette recherche. Ça va venir après avec le script Python. Donc voilà, on a fait notre petit classement et on va passer à la dernière phase de la démo, donc sur les aspects Python. Alors Python, c'est une toute autre histoire. Parce que Python, on ne peut pas utiliser le connecteur DataStax. Il prévoit peut-être de le libérer dans quelques temps. On verra ça. Donc pour l'instant, on est obligé d'utiliser Calliope de TuppleJump, qui marche légèrement différemment, avec plus ou moins de bonheur, mais quand on trouve les bonnes recettes, ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, de nouveau, on va passer par une phase de flat map pour manipuler nos keywords. Donc on va splitter les titres des talks par mot. On va virer un peu les mots vides, les et, les with, les deux, parce que ça ne nous intéresse pas. Et on va se faire un groupe by pour créer la table keyword par année. Et de l'autre côté, on va créer notre index par un insert select très simple, speaker par société. C'est un truc qui est très utile, l'insert select dans Spark aussi, quand vous avez des migrations de schémas. Vous allez vous rendre compte parfois que votre schéma, il est pas, la clé primaire n'est pas organisée comme elle devrait l'être. Vous avez besoin de la modifier. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous créez la nouvelle table, vous commencez à faire la double alimentation sur la nouvelle table et vous balancez derrière une requête Spark SQL en insert select qui va vous alimenter la table. S'il y a des doublons, c'est pas très grave parce que un insert vient écraser un autre dans Cassandra. Donc c'est comme ça qu'on fait en général des migrations de schéma. Donc sur la partie Python, on va créer une fonction qui va nous faire le split et un peu de cleansing sur les mots, donc virer les mots vides notamment. On va se retrouver de nouveau avec une syntaxe Spark SQL comme on l'a vu avant. On manipule notre RDD et on finit par de nouveau déclarer une table temporaire dont on se sert finalement pour créer une autre table temporaire. C'est là le piège, c'est qu'on ne peut pas faire l'insert directement, ça ne fonctionne pas. Donc on doit passer par une nouvelle étape où on enregistre une nouvelle table qui va contenir les agrégats. Et là, magie, on va pouvoir faire notre insertion dans la table finale dans Cassandra. Donc ce que ça donne en pratique...
Donc là, on va soumettre notre job Python. D'ailleurs, on peut regarder pendant ce temps-là, Spark vous fournit un outil en ligne de commande, je vais y arriver, une IHM Web, qui ne donne absolument pas ce que je voulais, donc on ne va pas la regarder, c'est pas grave. Donc là, ça prend son petit temps. Ah oui, il fallait revenir à l'accueil. Donc les keywords ne sont pas encore traités, ça ne va pas tarder. C'est assez moche comme ça, donc je vais étendre. Encore une fois, Spark plus Cassandra, vous n'attendez pas à des résultats très rapides. Spark, ça va très vite avec HDFS. Sur Cassandra, vous passez par la couche Dynamo, qui permet de gérer toute la cohérence des données et de vos requêtes. Donc il y a un surcoût de ce côté-là. Donc là, c'est fini, ça nous a rempli les 2 dernières tables. Et vous allez être super surpris quand même sur les mots qui reviennent le plus. Ah ouais, on a du Java. Donc on fait beaucoup de Java, Devox, pas mal de web, on code du mobile, des applications, parfois en JavaScript, du cloud, voilà, développement. Google arrive en bonne place, Spring, et mon préféré, il est là quand même, c'est Cassandra qui arrive en 6e position. Donc pareil, on a une petite courbe. Apparemment, il ne s'est rien passé en 2013 sur Cassandra. On n'avait pas pris tous les quickies, etc. non plus. Et donc, on a créé notre index speaker par société. Du coup, si on va voir ce qui se passe chez Red Hat, on a la liste des speakers de Red Hat, etc. Donc voilà comment on crée des tables d'index en asynchrone. En général, vous les ferez peut-être en synchrone, mais pour de la donnée immuable, ça peut être plus simple de le faire comme ça pour des référentiels, par exemple. Bah, écoutez, on est en avance. On a fait le tour de toutes ces questions-là. Ça a été compliqué de faire fonctionner tout ça. Il faut savoir que Spark SQL était en alpha, c'est-à-dire que c'était en alpha jusqu'à la 1.2. Donc on est sorti d'alpha, je ne sais pas maintenant si on est en bêta ou en stable. On va voir ça et on espère surtout que tout va être stabilisé, y compris le connecteur Cassandra, avant que ça devienne obsolète. Mais si vous trouvez les bonnes recettes, si vous appliquez ce qu'il faut, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, nous, on s'en sert pour faire des analyses sur nos données de prod et on croise des tables qui ont 120 millions d'enregistrements avec d'autres qui ont 50 millions d'enregistrements. Salut, déjà les questions ? Je termine juste. Donc ça fonctionne, ça prend le temps que ça prend. C'est moins rapide que sur HDFS. Donc pour de la donnée historique profonde, vous allez travailler plutôt sur HDFS. Pour de la statistique sur des données opérationnelles, c'est une très bonne chose que d'avoir un connecteur Spark Cassandra. A priori, on a terminé, donc on va passer aux questions. On peut vous passer un micro même si vous voulez. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les requêtes que va générer Spark pour interroger Cassandra soient un peu plus optimisées que ce qu'on aura tendance à faire avec Cassandra directement, à savoir pas des grosses scales? En fait, Cassandra va pas vous permettre beaucoup d'optimisation sur les requêtes. Votre modèle est fait d'une certaine manière qui ne permet pas de toute façon de requêter la table autrement. Donc ça dépend de la manière dont vous allez faire votre schéma essentiellement. Ouais, tu veux le micro? Tu l'attrapes? J'étais prêt à le jeter. Hein. Il faut tirer le fil, c'est pas grave. Je voulais savoir si vous avez testé les dernières versions du connecteur, parce qu'ils ont introduit les trucs avec data localité. Avec la data localité? Ouais. Alors, on travaille là sur le connecteur 1.2, donc qui doit être le dernier. RC combien? Il y avait une RC3, on n'est pas en RC3 encore, parce qu'on avait préparé le truc avant. En 1.2 d'ailleurs, on a eu des problèmes sur la partie Java, quand je vous dis que tous les langages ne sont pas égaux. Ouais, on a des soucis pour faire des jointures avec Java sur le 1.2, donc on est repassé en 1.1 et on n'a pas eu le problème là. En fait, un conseil, si vous travaillez avec le connecteur, clairement, Scala, c'est la voie royale. Ouais, c'est clairement ce qu'on a vu. Ouais, hein. Les autres, c'est les canards noirs de la bande. Bah, disons que le truc, c'est que le wrapper Java, il se base sur le code source Scala. Donc, dès qu'on a des implicites, etc., il faut jongler un peu.
Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Duhai. Il est évangéliste chez DataStax, donc il est très calé sur tous les aspects Cassandra. Pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, alors en fait, il y a quelques optimisations quand même qu'on fait. C'est on lit des données localement. Par exemple, on match, en fait, on crée des partitions qui mappent les token range de Cassandra. C'est-à-dire que vous avez un cluster de 5 nœuds Spark avec 5 nœuds Cassandra. Chaque Spark, on lit localement les données. Voilà. Par contre, si vous streamez en fait toute la table, c'est-à-dire au lieu de remonter toute la table en mémoire, vous faites un select étoile from user. Ce qu'il va faire, c'est que le connecteur il va faire par du paging. C'est-à-dire qu'il ne va jamais remonter tout d'un coup, c'est-à-dire qu'il va paginer automatiquement. Donc là, c'est transparent pour l'utilisateur, mais il y a quand même une petite optimisation de ce côté-là. Oui, parce qu'il utilise le driver Java DataStax qui a introduit la pagination sur les données. Mais effectivement, il travaille au possible en localité de données, donc il va accéder au nœud local en local one, et le connecteur connaît les tokens qui sont sur le nœud local. Donc ça évite les échanges sur le réseau, même si vous risquez d'en avoir après si vous avez une opération de shuffle et que vous voulez réorganiser les clés. Une fois qu'on est dans Spark, on n'a plus de main, forcément, parce qu'une fois que vous faites des jointures, forcément les données se baladent sur le réseau. Mais il n'y a pas de magie à ce moment-là. Voilà. Merci Duhai. D'autres questions? On a encore 5 minutes, vous avez grave le temps. L'idée sur Cassandra par rapport aux jointures et faire un peu plus d'analytics et d'agrégation, c'est vraiment de miser sur Spark ou il y a d'autres possibilités? Alors, je sais que leur connecteur ODBC, le dernier qu'ils ont sorti, permet de faire des jointures, mais au niveau client. Mais très sincèrement, la bonne méthode, c'est de passer par Spark. Faut voir qu'en plus, ça distribue le job. En fait, Spark et Cassandra se marient très bien parce que vos données sont déjà distribuées, elles sont déjà partitionnées, de la même manière que ça se marie bien avec HDFS, où quand vous mettez un fichier, il va être réparti par bloc sur l'ensemble de vos nœuds. Donc, vous n'avez pas de bottleneck, en fait, et tous les jobs que vous allez lancer vont s'exécuter en parallèle. Donc, faire des jointures, la voie royale aujourd'hui, c'est d'utiliser Spark. Donc, soit Spark SQL, soit Spark classique. Si vous êtes un peu plus doué en ce cas-là ou que vous avez envie d'apprendre, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le support de Spark de base est bien meilleur que Spark SQL. Maintenant, on vient à peu près tous d'un monde relationnel où c'est plus facile de faire de la jointure. Donc, aujourd'hui, nous, on utilise Spark SQL, avec un peu de Spark, on doit un peu quand même retravailler les structures et travailler notamment sur des collections, parce qu'on n'a pas le choix tout simplement. Mais oui, faites du Spark SQL ou du Spark et faites vos jointures là-dedans, ça va distribuer les jointures. C'est fini. Écoutez, on vous libère. Merci beaucoup.